Alors, je suis Aubrey Kahn et pendant la journée, je m'occupe du Conseil des immigrants, la Colombie-Britannique, un groupe à but non lucratif qui s'assure que les employeurs aient une main-d'œuvre inclusive. Et en soirée, je m'assure que Vancouver reste une ville progressiste suivant ce qui a été présenté par les conseillers de la ville au cours des derniers jours. Je suis emballée d'être ici pour la dernière séance du sommet sur le progrès de 2016. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre dernier intervenant, nos derniers intervenants. Chacun va partager ses priorités par rapport à son agenda et comment on peut façonner l'avenir du Canada. Nous avons passé les derniers jours à parler des enjeux auxquels font face les Canadiens et il n'y a pas pénurie. Alors, ces gens vont nous présenter les enjeux qu'ils défendent, mais surtout, ils vont proposer des solutions pour définir le type d'avenir que nous sommes si nombreux à défendre et à souhaiter. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter tous les conférenciers qui vont présenter leur point de vue. Alors, prenez vos appareils parce que les présentations vont se faire en français et en anglais. Ensemble, ils vont nous présenter un agenda véritablement progressiste. Alors, d'abord, ce sera Eve-Lynne Couturier. Elle est recherchiste à l'Institut de recherche et d'information socio-économique pendant 3 ans. Elle a fait des analyses auprès de la Commission québécoise de l'énergie. Et aujourd'hui, elle travaille sur les questions d'inégalité, l'évolution du régime de pension du Québec et l'impact des politiques publiques sur les femmes. Elle sera suivie de Megan Leslie, qui s'occupe de la gouvernance des océans pour WWF Canada. Elle travaille à Halifax et elle a fondé une coalition et élaboré un programme pour les locataires. Ça a été considéré comme un des meilleurs systèmes pour éviter les évictions. Elle a aussi été vice-chef du NPD pendant plusieurs années. Ensuite, on aura Sukanya Pillay, directrice de l'Association canadienne des libertés civiles. Elle a plus de 20 ans d'expérience comme avocate dans le secteur public et privé. Elle s'est concentrée sur les droits humains au plan international et les liens avec les échanges commerciaux, par exemple, et l'accès à la justice pour les segments de la société vulnérables. Ensuite, nous aurons Jagmeet Singh. Il est député provincial pour une circonscription de l'Ontario. Il est vice-chef du NPD ontarien. Ah, je vois qu'on a des gens de l'Ontario dans la salle. Avant de faire de la politique, Jagmeet était avocat au pénal et travaillait surtout à des questions en rapport avec les droits de la personne. Et on terminera avec le chef Ghislain Picard, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, une organisation politique qui représente 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il occupe ce poste depuis 1992 et je vous donne à tous la parole. Je suis chercheur à l'IRIS. Qu'est-ce que c'est l'IRIS? L'IRIS, c'est un institut de recherche progressiste qui étudie les politiques publiques et leurs impacts sur la population. C'est un peu comme le CCPA, mais du Québec. Dans mon travail, on part souvent des décisions du gouvernement pour voir ce que cachent les belles paroles et les grandes promesses. Ce qu'on a moins l'occasion de faire, c'est de proposer autre chose, de suggérer une manière différente de faire les politiques publiques. Et aujourd'hui, c'est dans cette direction que je souhaite aller. Et si les États avaient les moyens de leurs ambitions et si la fiscalité était plus qu'un moyen d'aller chercher de l'argent, mais aussi de réduire les inégalités. D'abord, regardons la situation au Québec et au Canada. Une part de plus en plus petite du PIB sert à financer l'État. En d'autres mots, notre économie croît plus vite que notre financement collectif.
Pour relancer l'économie, les politiciens nous proposent sans arrêt de diminuer les taxes et les impôts, particulièrement celles des entreprises privées. Ce serait la formule magique pour investir dans la société, créer des emplois et que par la croissance, on remplisse à nouveau les coffres de l'État. Sauf que ça fait des années qu'on nous dit ça et ça fait des années que ça ne fonctionne pas. Les compagnies privées préfèrent économiser et délocaliser plutôt que d'investir ici. Et pendant ce temps-là, on coupe dans les services publics des services qui sont essentiels pour assurer que tout le monde puisse avoir des chances égales dans la vie. On a donc moins d'argent et moins de services et on finit par se demander si on paie quand même trop cher pour ce moins de services. Se désolidarisant ainsi tranquillement des personnes qui n'ont pas ce choix qu'on prétend nous donner, qui est de moins en moins un choix, d'aller voir au privé. Au Québec, le gouvernement rêve de diminuer les impôts sur le revenu pour augmenter les taxes sur la consommation. On taxerait donc de moins en moins les salaires et de plus en plus la consommation. Et vous savez qui dépense le plus en proportion de son salaire? Eh bien, je vous donne un petit indice, ce n'est pas Pierre-Carl Péladeau ni la famille Irving. Et ne parlons même pas de la minime contribution du secteur financier aux finances publiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Bien, parce que ce sont les États où l'écart de richesse entre les riches et les pauvres est le plus bas, où on vit le mieux. Et je ne veux pas dire où les pauvres vivent le mieux, je veux dire où tout le monde vit le mieux. Non seulement ça, mais de plus en plus d'études empiriques pointent vers la réduction des inégalités comme stratégie de croissance économique. Est-ce que ça veut dire que nécessairement la redistribution de la richesse doit passer par l'État? Bien, on aimerait ça que le marché fasse sa part, mais c'est malheureusement le contraire qui se passe. Laissé à lui-même, le libre marché fait exploser les inégalités. Ce n'est que grâce à l'intervention de l'État qu'on réussit à ne pas trop empirer les choses. Mais présentement, il n'empêche pas la croissance des inégalités, il ne fait que la limiter. Et c'est pour ça qu'on doit attendre un peu avant de se réjouir quand on nous promet des baisses d'impôts pour la classe moyenne, des baisses d'impôts qui sont souvent à l'avantage des plus riches. Il faut donc revoir comment on perçoit et comment on redistribue l'argent si on veut vraiment être efficace. Il faut viser une réforme qui va diminuer les inégalités, pas juste en allant chercher l'argent autrement ou en mettant de l'argent dans les poches du monde, mais en ayant des services publics universels, de qualité, accessibles et bien financés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? On peut ne pas se taire. Il faut le dire et le répéter, moi j'aime ça payer des impôts. J'aime ça avoir la chance d'avoir un travail qui me paie assez pour que je puisse contribuer à rendre la société meilleure pour tout le monde. Puis plus on est à le dire, plus les différents paliers de gouvernement n'auront pas le choix de nous entendre. Il faut aussi tenir le gouvernement responsable, non seulement de s'assurer d'avoir assez d'argent pour répondre à ses missions, mais aussi qu'il utilise cet argent pour des politiques innovantes. Il faut arrêter d'attendre que la question des paradis fiscaux soit réglée à l'international. Je rêve d'un Québec et d'un Canada qui mènent la lutte contre les pratiques des multinationales et des plus riches, pas qui attend que tout le monde soit de son bord. Bref, quoi faire dans la prochaine année? Parler, partager des études, des articles, des graphiques sur l'économie, les politiques publiques, sur la fiscalité. Tout ça, ça nous appartient. Ne laissons pas les experts nous dire le contraire. Il faut sortir du discours du chacun pour soi pour renouveler notre solidarité. Et là, peut-être qu'enfin, on pourra avoir une véritable fiscalité progressive et progressiste qui nous aidera à diminuer cet écart qui nous sépare de plus en plus. Merci. Hello, my name is Megan Leslie, and I am a social democrat. And my priority for Progressive Agenda is... La priorité consiste à nous attaquer au changement climatique comme une social-démocrate. Hier, j'écoutais les ministres McKenna et Phillips qui parlaient du problème qu'on rencontre quand on essaie d'équilibrer l'économie et l'environnement. Mais ils ne vont pas nous aider quand il s'agit de réduire les émissions. Et en tant qu'ancienne politicienne, je sais à quel point il est important d'avoir l'appui de la collectivité quand on veut changer quelque chose. Mais qu'arriverait-il si on perturbait l'économie à dessein, si on perturbait l'économie comme des sociodémocrates, et si dans notre lutte contre le changement climatique, on transformait notre économie en une économie verte, où notre lutte pour la justice environnementale pouvait se concrétiser. Et de cette façon, on pourrait aussi régler les problèmes de justice sociale. La justice sociale et la justice environnementale sont essentielles
essentiel à une économie à faible utilisation de carbone. Donc, moi, je souhaite toute une nouvelle série de programmes qui vont nous permettre d'y arriver. Quand nous avions un programme d'énergie ou d'efficacité énergétique, il y avait un groupe qui s'appelait Blade Runners, qui formait les Autochtones pour qu'ils puissent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois, tout en développant les économies des collectivités autochtones et en remettant de l'argent dans la poche des habitants de Winnipeg pour que la vie soit plus abordable. Iron Earth est un autre groupe à la base qui aide les travailleurs qui ont perdu leur emploi dans le secteur des sables bitumineux. Donc maintenant, ils forment ces travailleurs, ces électriciens et autres à acquérir de nouvelles économies pour favoriser l'économie verte. Leur économie a été perturbée et voilà la façon dont ils ont réagi. Et c'est une réaction qu'on doit favoriser et étendre à de nouveaux secteurs de l'économie avant que la bulle ne s'éclate une fois pour toutes. En Nouvelle-Écosse, jusqu'à tout dernièrement, nous avions un tarif ce qui voulait dire que les producteurs d'énergie renouvelable pouvaient piloter le mouvement. Ça veut dire qu'une petite collectivité peut obtenir un prêt, ils connaissent le taux de rendement, ils peuvent rembourser ensuite le prêt et avec l'excédent, ils peuvent garder ouvert leurs installations. Et c'est important pour les collectivités rurales. C'est ça, la justice. Certains d'entre nous avons assisté à l'atelier sur Poste Canada et la transition vers une économie verte. Comment est-ce qu'on pourrait se servir du réseau de bureaux de poste pour réaliser la justice au sein de la société? On sait que le gouvernement veut investir dans ce genre de programme. J'espère qu'il y aura quelque chose pour les gens à faible revenu. Mais d'après mon travail avec la coalition en Nouvelle-Écosse, je sais qu'il est difficile de faire en sorte que les ménages à faible revenu puissent en profiter. Mais le bureau de poste permet de tout changer. Le bureau de poste pourrait jouer ce rôle afin que les gens les plus marginalisés aient accès à une énergie plus efficace et participent à cette transition vers une économie qui dépend moins du carbone. Alors moi, je dis qu'il faut perturber l'économie, qu'il faut s'attaquer au changement climatique, mais le faire comme des démocrates sociaux. Ne pas nous dire « non, c'est trop difficile », ne pas abandonner la lutte. Dans nos collectivités, on peut y arriver. On peut parler de bonnes solutions pour l'environnement. Et nous pouvons travailler ensemble pour perturber l'économie comme des sociodémocrates. Au cours de l'année prochaine, c'est ça ma priorité. Ma priorité consiste à rester dans ma collectivité, à travailler avec les autres afin d'assurer une transition juste vers une économie verte où tout le monde peut prospérer. Nous savons comment y arriver. Nous avons les capacités, nous avons l'intelligence. Il suffit d'avoir la volonté. Moi, je l'ai. Est-ce que vous l'avez, vous? Then I invite you to join me. Dans ce cas, je vous invite à vous joindre à moi pour vous attaquer au changement climatique comme des sociodémocrates. Je m'appelle Sukanya Pillay. Moi, je dirige l'Association des libertés civiles et nous nous battons pour des lois qui protègent nos droits et nous gardent en sécurité. Nous nous battons contre les lois qui violent nos droits et ne nous protègent pas. Et c'est pour cela que nous sommes devant les tribunaux maintenant pour nous battre contre C-51. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Il y a des années, une femme a tenté de se suicider et plusieurs années après, cette femme n'a pas pu entrer aux États-Unis parce qu'elle avait fait cette tentative de suicide. Et les États-Unis ont obtenu cette information de la part des autorités canadiennes. Et nous estimons que ce genre d'information ne doit pas être partagé. Et dans un contexte de contre-terrorisme, de mauvais renseignements peuvent donner lieu à des erreurs tragiques. Maher Ara et d'autres Arabes ont été détenus et torturés à l'étranger en raison de mauvais renseignements partagés avec des gouvernements étrangers. C'est tragique et cela ne nous permet pas de vivre en sécurité.
La Commission nous a permis de voir ce qu'on peut faire pour ne pas répéter de telles erreurs. Bien sûr, l'échange de renseignements est important pour lutter contre le terrorisme, mais cela doit se faire de la bonne façon. Il doit y avoir de la responsabilisation et de bonnes mesures de sauvegarde, alors que tout cela manque dans le projet de loi C-51. À la place, ce projet de loi permet de favoriser l'échange de renseignements au sein du Canada et avec des acteurs étrangers, sans qu'il y ait l'examen nécessaire. Cela ne va pas nous permettre de vivre en sécurité. Cela va au contraire favoriser le profilage au Canada. Deuxième exemple, le SCRS a été créé pour faire la collecte de renseignements à l'époque où la GRC avait agi de façon déshonorable. Donc, à ce moment-là, on devait faire une distinction entre certains types de pouvoirs. Mais le projet de loi C-51 change tout. Maintenant, le SCRS peut agir ici et à l'étranger pour perturber des menaces. Mais qui suit ces activités? Et avec ce projet de loi, le SCRS peut aller devant un tribunal en secret pour obtenir un mandat afin d'autoriser des violations de la Charte. Ce n'est pas compatible avec la primauté du droit. Dans notre système juridique, les mandats doivent permettre de garantir la conformité avec la Charte. Troisièmement, comme moi, vous avez dû entendre parler du garçon de 6 ans qui était sur une liste d'interdiction de vol. Le SCRS permet de mettre le nom de gens sur ces listes parce qu'ils risqueraient de commettre des actes terroristes. Mais il n'y a pas de mesure de sauvegarde. On ne sait pas pourquoi le nom d'une personne est mis sur la liste. Et cela ne nous permet pas de conserver notre sécurité et c'est contraire à nos droits de mobilité. Comme la mère du garçon de 6 ans le sait, une fois que ce nom est sur une liste, il est très difficile de le faire supprimer de la liste. En terminant, les droits de la personne ne sont pas contre la sécurité nationale. Au contraire, de tels droits et de telles sauvegardes sont essentiels à notre sécurité. La Cour suprême du Canada a dit que le danger de la lutte au terrorisme se trouve non pas au niveau des dommages que les terroristes peuvent nous faire, mais au contraire à ce qu'on peut faire à nous-mêmes et à nos institutions. Ils nous ont dit que ce serait dommage qu'on réussisse cette lutte en sacrifiant nos valeurs. J'ajouterai à cela, ce sont les droits protégés par notre Constitution qui vont nous permettre de partager les informations de la façon légale et justifiée. Et que nous attaquons aux vrais terroristes, que nous les punissons, ces gens-là, et qu'on laisse tranquilles les gens qui sont innocents. Donc, veuillez nous joindre à l'association, allez voir notre site Web et aidez-nous à nous battre contre le projet de loi C-51. Hi, my name is Bonjour, je m'appelle Jigmeet. Je suis un champion de protection des droits de la personne. Moi, je crois fermement que notre accès aux droits protégés par la Charte ne doit pas être déterminé par la couleur de notre peau. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on mette fin à certaines pratiques policières dans notre province. Et en quoi consiste cette pratique? Il faut en parler. Les gens sont arrêtés, non pas parce qu'ils sont suspects ou pour une preuve qui les lie à un crime. Non, les gens sont arrêtés dans la rue en raison de la couleur de leur peau. On leur pose des questions et les réponses qu'ils donnent à ces questions sont emmagasinées dans des bases de données de la police. Et ça, c'est une pratique qui doit disparaître. Alors, parlons un petit peu des faits. À Toronto, un noir est 4 fois plus susceptible d'être arrêté qu'un blanc. Dans la région de Peel, les gens qui ont la peau brune ou noire sont arrêtés pour des raisons discriminatoires. C'est inacceptable dans notre province et on doit s'ériger contre cela. À Toronto, entre 2008 et 2013, plus de 2000 cartes ont été remplies et 1,2 million de personnes ont été touchées. Sur le nombre arrêté, 75% des gens étaient de la communauté noire.
Et donc, il est clair que c'est une pratique axée sur la race. Alors, pourquoi est-ce que ça compte? Pourquoi est-ce qu'important de savoir que la police pratique la discrimination? Eh bien, parce que cela envoie un message très négatif. On m'a arrêté très souvent quand je grandissais à Windsor et même en tant qu'avocat à Toronto. Et qu'arrive-t-il quand vous êtes arrêté, quand vous allez au travail, quand vous revenez de chez un ami ou quelque chose? Quand vous arrêtez pour aucune raison chez vous, dans votre quartier, cela vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place, vous ne devriez pas être là. Et ça, c'est quelque chose qui atteint votre sentiment de valeur et ça crée des dissensions qui affaiblissent notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, là, je peux vous dire que le succès de ce mouvement pour mettre fin à la fin de cette pratique se trouve entre les mains de gens comme vous. C'est en raison des partisans de ce mouvement que les hommes et les femmes politiques ont commencé à nous écouter. C'est parce qu'il y a eu des rassemblements que les élus ont commencé à se dire, bon, oui, il faut agir là-dessus. Alors, voilà ce que je vous demande de faire. Vous ne devriez pas être surpris de savoir que le gouvernement libéral propose des règlements qui ne vont pas être très efficaces. Ça doit certainement vous surprendre. Alors, on vous demande à vous tous de soutenir des mouvements qui opposent ce type de règlement, qui ne traite pas le vrai problème, qui est purement symbolique. Nous avons besoin de vous pour soutenir des mouvements comme le mouvement Les Vies Noires comptent. J'ai participé à ce rassemblement devant le poste de police et j'ai vu des femmes racialisées ce jour-là qui s'érigent contre ce type de pratique. Alors, je pense qu'on peut apprendre quelque chose grâce à cela. Il est facile de défendre quelque chose si cela vous touche directement, mais il est plus difficile de le faire quand ça touche quelqu'un d'autre. Et c'est ça que d'être un véritable progressiste et d'être un champion des droits de la personne. On peut mettre fin à cette pratique dans la province et, je l'espère, dans le monde entier. Je parle aussi français. J'aimerais d'abord remercier la nation algonquine qui nous permet ce rassemblement sur leur territoire traditionnel. Mon nom est Ghislain Picard, je suis Innu de l'Est du Québec, mais j'ai aussi l'immense privilège de coordonner le travail de 10 nations au niveau du Québec et Labrador. Nous sommes les premiers peuples, mais aujourd'hui, nous aurons le dernier mot. Un ami, un ancien collègue, un ancien chef national, Ovid Mercredi, me disait il y a quelques années, nous avons des idéaux, comme tout le monde devrait en avoir, c'est sain, mais souvent nos idéaux sont confrontés à la réalité. Une réalité qui devient facilement des défis qui se présentent à nous comme peuple autochtone. C'est important de mettre ça en évidence parce que ça aussi, ça représente une réconciliation, un besoin de réconciliation. Réconciliation pourrait signifier que nous ne sommes pas dans le même camp, que nous sommes peut-être des ennemis, mais une chose est claire, nous avons une histoire commune, oui, qui est parsemée de conflits, mais qui est aussi parsemée d'alliances, tantôt avec les Anglais, tantôt avec les Français. Mais c'est au moins une histoire qui est riche. Et à mon avis, ça présente également une opportunité pour nous aujourd'hui, non pas de réécrire l'histoire, mais au moins de corriger des étapes qui ne sont pas justes. Et nous avons aussi aujourd'hui cette opportunité de réécrire un chapitre
Et pourquoi pas un livre entier, tiens. Plusieurs observateurs vous diront que le Canada est progressiste, que le Canada est ce pays qui reconnaît dans sa Constitution depuis 1982 nos peuples, leurs droits. Plusieurs vous diront que le Canada est ce pays qui a endossé, en 2010, la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Alors, pourquoi sommes-nous toujours en train de trouver la bonne formule pour mettre fin au statu quo? Pourquoi, alors que le Canada est un pays riche, qu'on dit riche, sommes-nous les plus pauvres? Pourquoi, alors, avons-nous des situations comme Saskatchewan qui viennent frapper à notre porte quotidiennement à travers le pays? Nous avons une opportunité aujourd'hui de changer le cours de l'histoire. Ma priorité, hier, aujourd'hui et demain, c'est de trouver la meilleure façon possible pour que nous puissions, ensemble, nous donner les bonnes conditions pour faire du Canada un pays, oui, progressiste, mais aussi un pays juste. Et je vous invite, je nous invite ensemble à cette mission passionnante. Merci, M. Nakamano. Thank you to all of our fantastic. Merci à tous nos conférenciers et conférencières d'avoir partagé leurs idées avec nous. C'est inspirant d'entendre leurs paroles, mais les critiques aussi, qu'en tant que chefs progressistes, nous travaillons ensemble pour façonner notre avenir. Alors, je vous remercie tous et toutes et j'espère que vous allez, vous aussi, faire votre travail pour faire avancer le programme progressiste. Merci. OK. Bon. Alors, je m'appelle Rick Smith. J'ai le privilège d'être le directeur général de l'Institut Broadbent et il m'incombe donc de faire les remarques de clôture et de mettre fin à ce sommet. Mais avant de vous livrer mes commentaires, j'aimerais faire une tâche encore plus importante puisque j'ai le lutrin, c'est de vous joindre à moi pour remercier le personnel incroyable de l'Institut et les volontaires. Merci. Alors, les supporters, les commanditaires de cet événement, notre personnel est extraordinaire, mais les 75 volontaires, ou bénévoles qui ont travaillé de façon indéfatigable ces derniers jours ont beaucoup apporté également. Merci à eux et à elles. Et je dois dire que à chaque fois que je mets fin au sommet, que c'est une tâche... J'adore cet événement. Je ne veux pas que ça se termine. Mais, d'un autre côté, je n'ai qu'une hâte, c'est de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Et je pense que le sommet est donc comme une séance de régénération où on capte toute l'énergie qui a été générée ici et qu'on la rapporte ensuite dans nos communautés et à nos tâches respectives. Et pas ces 3 derniers jours, notre défi maintenant est de les réaliser. Le changement social est curieux. Pour le faire avancer, il ne faut plus de l'art que de la science. Considering it's something that we experience every day,
Considérant que tout ce qu'on considère tous les jours, il y a des mythes quant à la façon dont on peut opérer le changement social. La transformation sociale ne vient pas du sommet par des grands penseurs ou des grands maîtres. La transformation sociale n'est pas une loi immuable de l'univers comme la gravité. La transformation sociale est une argile que des gens ordinaires façonnent et cette forme varie d'une journée à l'autre. Je suis né en 1968 et au cours de ma vie, j'ai vu énormément de progrès au Canada. Et ça m'a été rappelé il y a quelques jours quand mon épouse et moi regardions justement le Breakfast Club, le film. Et j'ai mentionné que je suis né en 1968, n'est-ce pas? Alors, ma femme et moi regardions The Breakfast Club avec mes enfants. C'est un film qui était très populaire quand on était à l'école secondaire. Et je dois vous avouer que c'était une expérience un peu étrange pour moi, non seulement à cause parce que les élucubrations des adolescents étaient plus intenses que dont je me rappelais, mais aussi parce qu'ils utilisaient beaucoup le mot homophobique « fag ». Et on ne tolérerait jamais ça dans un contexte d'école secondaire en 2016. Mais malheureusement, c'était une représentation tout à fait authentique de l'attitude haineuse qui existait à ce moment-là et qui subsiste encore aujourd'hui. Témoigner du succès du mouvement LGBTQ. J'ai vécu les succès des campagnes écologiques pour protéger l'espace vert, réduire la pollution et de faire passer le message que le réchauffement climatique est une crise urgente. J'ai vu la diversité du Canada croître et par conséquent devenir plus riche. J'ai vu le Canada devenir plus inclusif en réponse à cette diversité et finalement faire face à l'héritage des politiques discriminatoires envers les premiers peuples de ce grand territoire. Bien qu'imparfait, certainement un travail en cours, l'inclusion croissante de notre pays est vraiment passionnante. When I was a kid, all I knew were... Quand j'étais enfant, on connaissait évidemment les chants de Noël, mais maintenant mes enfants savent célébrer la Nouvelle en cantonais, le Nouvel An lunaire en cantonais, et chanter dans d'autres langues étrangères. Donc, ces victoires sont importantes et elles ont beaucoup de signification. Notre succès peut être mesuré dans l'épanouissement de la vie des Canadiens, dans l'espace que nous préparons aussi pour nos enfants. Et si nous sommes honnêtes avec nous, il faut reconnaître aussi qu'il y a encore d'autres domaines où il nous reste des choses à faire, du pain sur la planche. Et en voici quelques-uns. Dans les décennies où je suis né, la participation électorale était d'environ 80 %. Elle est en baisse, avec quelques exceptions, depuis. Et donc, le lien entre les Canadiens et la démocratie s'effrite et a besoin d'être réparé. Et au rythme où l'on va, il faudra une centaine d'années avant que les femmes soient représentées de façon égale dans la Chambre des communes. Et on peut certainement faire mieux que ça. Voici une autre réalité. Quand j'étais enfant, les dépenses fédérales comme pourcentage du PIB étaient un tiers plus important qu'elle l'est actuellement, sous le gouvernement libéral actuel qui, supposément, a augmenté les dépenses. Et le gouvernement fédéral ne subvient plus aux services dont les Canadiens ont besoin dans leur communauté. Et cet état des choses touche à tout ce qui nous importe. Et on peut certainement faire mieux. Il faut y remédier. Alors, vous savez que je vais vous demander de dire ça, n'est-ce pas? On peut faire mieux, on peut faire mieux. Je vais vous demander de répéter après moi. Et voici un autre domaine où on peut faire mieux. Depuis que je suis enfant, le 1 % les plus riches ont augmenté leur part de plus de 30 %. Et le taux de pauvreté familiale et infantile est resté presque le même. Certaines personnes s'enrichissent plus qu'avant, et ce n'est certainement pas la majorité des Canadiens, et on peut faire mieux. Répétez après moi. On peut faire mieux. Encore une fois. Oui, je sais. Oui, il est presque 5h30. Et on peut faire mieux. Merci. Alors,
Et comme Zed l'a dit dans son discours d'ouverture, il est clair que les politiques progressistes vont de l'avant partout dans le monde, qu'une question après l'autre, les gens se rangent de notre côté, et on sait que le changement vient en embrassant la nouveauté. Alors, je vais vous poser quelques questions pour terminer. Êtes-vous prêt à bâtir un mouvement national implacable pour adopter la représentation proportionnelle? D'accord, voici une autre question. Êtes-vous prêt à vous battre pour l'égalité où l'inégalité existe, n'importe où que ce soit dans notre pays? Oui. Une fois pour toutes, contribue à la solution au changement climatique? Excellent. Moi aussi. Et comme dans la conférence, Jack Layton, le grand social-démocrate Charles Taylor, a dit que le moment où la démocratie bat son plein, c'est quand on redonne le pouvoir au peuple, aux gens. Et c'est ça le pouvoir qu'on a senti parmi nous ces 3 derniers jours. Alors j'aimerais justement que nous passions aux actes, que nous allions de l'avant. Et merci de vos idées, merci de votre énergie, merci de votre vision pour l'avenir du Canada. Mettons-nous au travail. We'll see you at next year's Progress Summit.